Au Togo, l'opposition reste vent debout pour la satisfaction de ses doléances. Elle appelle à une nouvelle forme de mobilisation demain à travers l'opération Journée Togo Mort. Depuis Qatar, Karim Wade annonce son retour imminent au Bécaye et se positionne comme seule alternative crédible à la gouvernance de Macky Sall qu'il peint tout de noir. Nouvelle scène de violence à Nicaragua. Ce week-end, des hommes armés masqués ont mis le feu à une maison, faisant 8 morts. Les victimes, toutes membres d'une même famille, excepté 2. Karim Wade, plus que jamais remonté contre Macky Sall et sa gouvernance. À travers un communiqué de près de 3 pages, Wade fils attaque frontalement le président de la République. Pour le candidat à la présidentielle pour le compte du Parti démocratique sénégalais, Macky Sall n'est ni plus ni moins qu'un mauvais chef d'État. Il aurait érigé le mensonge, la manipulation et le complot en mode de gouvernance. Retard de paiement des bourses étudiantes, 1 million de Sénégalais qui pourraient avoir besoin d'une aide alimentaire. Karim Wade surfe désormais sur l'actualité pour s'attaquer au bilan du président en exercice et surtout se présenter comme le sauveur du pays. Je m'engage, dit-il, à tout faire pour que notre pays sorte par le haut du gouffre dans lequel Macky Sall, sa famille et son clan l'ont plongé. Karim Wade, bloqué au Qatar, menacé par les autorités de le renvoyer en prison s'il rentre au pays sans payer son amende de 200 millions d'euros, confirme qu'il sera, quoi qu'il arrive, candidat au scrutin présidentiel de février 2019 et affirme pour la énième fois qu'il sera bientôt au Sénégal en appelant les sympathisants à s'organiser et à se tenir prêts à l'accueillir très prochainement. Un coup de gueule qui intervient au lendemain d'un vibrant appel lancé par Macky Sall pour la reprise des négociations pouvoir-opposition. Aux femmes dont nous savons qu'elles sont très actives dans la vie économique et beaucoup d'entre elles sont des chefs de ménage de fête. C'est elles qui ramènent le pain quotidien. Et je suis consciente du sacrifice que le Togo mort du 18 juin va leur coûter. Face à la presse nationale et internationale, l'opposition togolaise, après l'échec de ses marches prévues pour les 6, 7 et 9 juin dernier, annonce une nouvelle stratégie de sa lutte pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles démarrées d'ici bientôt 1 an. Préparons véritablement ce Togo mort. C'est pour ça que nous insistons sur le thème préparer. Préparons, soyons prévoyants, mobilisons aussi, passons au maximum l'information et vous verrez, nous arriverons à nous faire entendre. Nombreux sont ces militants de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise qui ont effectué le déplacement au siège du parti, la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, ce 11 juin pour recevoir de leur leader la consigne de fête de la journée de 18 juin prochain, le Togo mort. Nous estimons que si le pouvoir utilise la répression pour empêcher les gens d'aller dans la rue pour manifester, nous pouvons au moins les amener à rester chez eux pour protester contre ces violences-là, contre ces rafles, contre ces arrestations gratuites que le pouvoir exerce aujourd'hui sur les populations. Signalons que cette conférence de presse s'est déroulée en l'absence du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre qui serait en voyage. Despite the challenges, my government is determined to fully utilize every tangible. Malgré les défis, mon gouvernement est déterminé à saisir toutes les occasions tangibles pour continuer à faire avancer la Somalie. Il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de perturbation, notre destin est lié. C'est dans cet esprit que nous devons continuer à collaborer et à travailler collectivement pour combattre le terrorisme dans notre région. The current scourge of our region, terrorism, my government is committed to develop strong economic cooperation. Mon gouvernement s'est engagé à développer une solide coopération économique entre nos deux pays
C'est pourquoi j'appelle à la mise en œuvre d'une intégration économique complète entre les deux pays afin de créer une croissance économique, de promouvoir l'investissement par le développement de l'infrastructure, y compris le système de transport, les autoroutes, l'énergie et le commerce, entre autres. Energy and trade, among other areas. I am not here to lament the past. Je ne suis pas ici pour déplorer le passé, mais pour ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle relation, une nouvelle vision que je veux conquérir et travailler à l'avenir. I want to conquer and work on it in the future. We don't want to hinder ideas to flow from each corner. We don't want to hinder. Nous ne voulons pas des idées qui entravent les deux parties. Nous ne voulons pas que des choses entravent les deux nations et peuples. C'est une vision d'un espace commercial commun où les personnes, les idées, les biens et les produits circulent librement à travers les frontières. Ideas, goods and products move freely across borders. Le Congolais est désormais à Rhodes-Saint-Genèse, commune verdoyante cossue, située à 15 km au sud de Bruxelles, où selon des sources concordantes, vivent sa femme et ses 5 enfants. C'est dans cette localité que l'ancien chef de guerre congolais avait été arrêté le 24 mai 2008 à la demande de la Cour pénale internationale. Jeudi, les autorités belges avaient répondu favorablement à la demande de la Cour de permettre le séjour de Jean-Pierre Bemba en Belgique, où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire, avait annoncé le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, dans un communiqué. L'État belge s'est depuis refusé à tout commentaire. Bemba dispose d'un visa l'autorisant à rester dans un premier temps jusqu'à 90 jours sur le sol belge. Il est en liberté conditionnelle en attendant une décision finale sur sa peine dans l'affaire de subornation de témoins dans le cadre de son principal procès et dont la procédure est toujours en cours, a précisé la Cour pénale internationale. La décision surprise de l'acquittement est intervenue à 1 mois et demi du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, prévue le 23 décembre pour remplacer le président Joseph Kabila. C'est un squat sans électricité avec un seul robinet d'eau pour plus de 300 occupants. Mais pour cet homme, l'immeuble du centre-ville du Cap, en Afrique du Sud, est sans comparaison avec le bidonville qu'il a quitté un an plus tôt. C'est trop loin. Il n'y a aucune infrastructure, pas de commissariat, pas d'hôpital. Il n'y a rien, absolument rien. L'immeuble est en plein Sea Point, un quartier chic, touristique et blanc de la deuxième ville d'Afrique du Sud, normalement inaccessible pour les plus pauvres qui sont nombreux à travailler ici. On s'en fiche de vivre comme ça si ça montre au gouvernement qu'on veut des maisons dans le centre-ville. S'ils veulent qu'on dégage, le seul moyen, c'est de construire des logements dans le centre. 24 ans après la fin de l'apartheid, la répartition démographique des villes sud-africaines n'a pas changé. Les Blancs vivent dans des quartiers protégés, proches des opportunités économiques, et la majorité noire continue de s'entasser dans des townships loin du centre, pauvres, mal desservis et souvent très dangereux. Les inégalités raciales de distribution de la terre ne sont pas qu'un héritage malencontreux de l'apartheid. Il s'agit d'une prolongation inacceptable de l'apartheid. Au Cap, la municipalité reconnaît le problème, mais assure n'avoir pas pu faire différemment, parant au plus pressé à la fin de l'apartheid en 1994. En Afrique du Sud, nous avons construit 4,8 millions de logements. Des logements gratuits, c'est sans précédent. Mais ce que nous avons fait, c'est les construire là où nous pouvions en faire beaucoup, rapidement et pour pas cher. Donc nous les avons construits à la périphérie des villes, loin des emplois, des commodités, de tout ce qui passe pour acquis. Qu'elle soit agricole ou urbaine, la terre est un sujet explosif en Afrique du Sud. Le nouveau président Cyril Ramaphosa a promis d'accélérer la réforme foncière et donc la redistribution à la majorité noire. Le chef d'État joue gros sur la question à l'approche des élections générales en 2019.
Les 630 migrants secourus par l'Aquarius au centre cette semaine de vives tensions sur la politique migratoire de l'Europe sont arrivés dimanche en Espagne. Les miraculés sont arrivés en 3 vagues. Le navire des gardes-côtes italiens transportait 275 migrants. L'Aquarius, navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, avec 106 migrants à bord, et un autre navire militaire italien, l'Orion, avec les 250 derniers. Pour ces 450 hommes, 80 femmes, dont au moins 7 enceintes, 89 adolescents et 11 enfants de moins de 13 ans, c'est un grand soulagement. Les femmes enceintes et d'autres personnes nécessitant des soins ont été transférées vers des hôpitaux, selon la Croix-Rouge, tandis que de premiers migrants ont pu partir vers des hébergements provisoires. La France a proposé d'en accueillir une partie. Ces migrants laissent derrière eux un voyage éprouvant, durant lequel ils auront été le catalyseur des profondes fractures au sein de l'Union européenne sur la question migratoire. Un projet de loi français très contesté sur l'immigration va être discuté en milieu de semaine au Sénat. En effet, le texte pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie doit être débattu par les sénateurs à partir de mardi. Il a été approuvé fin avril par l'Assemblée nationale, la Chambre basse. Au moins 8 personnes ont été tuées samedi à Managua, selon des sources policières, ce qui porte à 178 le nombre de morts dans les troubles antigouvernementaux qui ont commencé il y a 2 mois au Nicaragua. Un groupe d'hommes armés cagoulés ont jeté un cocktail Molotov sur une maison, ce qui a fauché la vie de 6 personnes et 2 autres victimes ont été attaquées en dégageant des barricades de route. Toute cette agitation vise à faire démissionner le président Daniel Ortega. Mais le leader de gauche n'a jamais exprimé l'intention de se retirer. Il sert actuellement son 3e mandat exécutif consécutif qui expire en 2022. La descente du Nicaragua dans le chaos a été déclenchée le 18 avril lorsque des protestations relativement légères contre des réformes de sécurité sociale désormais abandonnées ont été menées avec une répression gouvernementale. Ces manifestations se sont multipliées en un soulèvement populaire avec des manifestants antigouvernementaux confrontés à la police et aux paramilitaires pro-Ortega. La Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social estime que le pays pourrait perdre jusqu'à 150 000 emplois d'ici à la fin de l'année si la crise persiste. Les victimes sont mortes par asphyxie et à cause de traumatismes multiples. Le drame s'est produit lors d'une fête organisée pour célébrer la remise de diplômes de jeunes lycéens dans la paroisse civile d'El Paraíso, lors de rencontres emblématiques de la communauté des émigrés équatoriens à Caracas. Malheureusement, 17 personnes, dont 8 mineurs, sont mortes à cette occasion, d'après le ministre vénézuélien de l'Intérieur et de la Justice. 5 blessés graves, dont un dans un état critique, ont été transportés dans les hôpitaux de la ville. Le ministre a annoncé que 7 personnes avaient été arrêtées dans la foulée, dont 2 mineurs, l'un d'eux étant celui qui aurait lancé la grenade lacrymogène. Une 8e personne, un mineur de 16 ans, a été également arrêtée. Le responsable de l'établissement a également été arrêté pour ne pas avoir respecté les mesures qui doivent être mises en place pour éviter l'entrée des armes à feu et de munitions dans les lieux publics. Le Venezuela est l'un des pays les plus violents au monde, avec 70,1 homicides pour 100 000 habitants en 2016, soit 9 fois la moyenne mondiale.